Bonjour Nicolas Nekmouche, Bonjour. comment tu vas? Ça va, ça va. Bienvenue dans le média Aloha News, bienvenue dans ce fameux restaurant. Pas mal, hein. Merci de me recevoir et pour ce petit spot sympa. Avec plaisir, moi j'ai été remarqué sur TikTok par le fait que tu donnais énormément de conseils, que ce soit aux artistes ou autres. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, c'est marrant parce que en fait TikTok, j'ai commencé à m'y mettre il y a au mois d'août, donc ça fait moins de 6 mois. Mhm. Et c'est marrant, donc c'est pas la première fois qu'on me dit ouais, je t'ai connu sur TikTok, et ça me fait très bizarre parce que moi à la base je suis dans la musique, etc. Donc c'est assez marrant. J'ai commencé à faire de la musique moi. Ok. Pendant mes études, j'étais je faisais des études d'économie en fait, et c'était la période de MySpace. Et donc je suis assez vieux. Ouais. Et en fait, je fais du son avec un pote dans nos chambres respectives et tout. On met sur MySpace des trucs qui pètent, et puis c'était l'électro en fait. Ok. Et l'électro, tu sais, quand ça marche, c'est assez facile, c'est rapide, et on commence à tourner en fait à travers le monde, quoi. On fait une tournée en Australie, on sort de la musique. Ça a duré toutes mes études. Et à la fin de mon master, je me suis accordé un an sabbatique pour faire que ça. Et c'est le moment où moi j'ai signé en tant que beatmaker chez Universal Publishing. Travailler pour des gens, j'ai créé mon petit label, voilà, je fais plein de choses. Ça a duré encore comme ça pendant 5 ans. Toujours dans la techno, enfin dans la Ouais, house, tout l'électro. ça. Après, non, en tant que beatmaker, tu sais, quand tu fais de l'électro, Mhm. en fait, le hip-hop est juste à côté et la pop est juste à côté. Donc, artistiquement, un beatmaker ou moi, à l'époque, en tout cas, on fait la même chose. C'est pas le même BPM, c'est pas le même but, mais c'est les mêmes outils, quoi. Donc, du coup, on avait produit à l'époque pour des mecs aussi dans le rap, dans la pop, donc c'était musique de pub aussi, tu vois. Ouais. Donc, c'est très, très large. Et quand je crée mon label, bah, du coup, je me retrouve au fur et à mesure tu vois, à faire mes trucs moi-même, trouver des RP. J'ai eu des petits succès en Angleterre, en France. C'est très, très branché à l'époque. En fait, la niche dans laquelle j'étais, c'était un peu genre, un peu branché. Et puis, je me suis retrouvé assez naturellement, à devenir directeur artistique et chef de projet chez Universal. Au sein du label Barclay. Voilà. Et j'ai passé 4 ans, 4 ans là-bas. Et après, j'ai quitté, je te fais mon CV, hein, du coup, hein, Pas j'ai de fini. souci, vas-y. Et après, j'ai fini ça et j'ai rejoint une certaine de Vivendi, où j'ai lancé une plateforme de jeux d'échecs en ligne avec Garry Kasparov. Donc rien à voir avec la musique. Je me suis fait une parenthèse d'1 an et demi Mhm. où je voulais voir un peu comment c'était en dehors de la musique, parce que ça faisait comme 10 ans que voilà, je faisais mes trucs. Et c'était intéressant, ça m'a appris plein de choses. Et en même moment, j'ai rejoint l'équipe de management d'un gros artiste international. DJ Snake. Voilà, DJ Snake, effectivement. Et ça a duré entre 3 et 5 ans, parce que j'ai fait deux changements, etc. Mais 3 ans en full-time. Donc là, j'étais directeur en marketing global, stratégie internationale, partenariat, enfin plein de choses. Et donc là, depuis peu, j'ai lancé mon agence de consulting stratégique dans la musique, pour les marques et les personnalités publiques. Donc voilà. Donc j'ai accumulé toute cette connaissance, et puis même je suis dans la musique, mais aussi dans d'autres domaines, parce qu'en fait la musique c'est un super laboratoire pour apprendre à être agile, etc. Donc voilà. Donc je fais ça depuis quelques temps. Tu me disais que tu étais artiste, puis tu passes de l'autre côté, du côté obscur. Tu me diras si c'est le côté obscur ou pas. Et généralement, quand je rencontre des artistes, ils ont pas du tout conscience que ce soit des objectifs, des attentes. Tu vois, ils se disent, ils sont Bien sûr. à notre service entre guillemets pour me faire péter, etc. Mais chacun a un peu des choses à remplir, des missions à remplir, etc. Toi, quand tu passes la barrière, qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que toi, même en tant qu'artiste, est-ce que ça avait des clichés que tu as pu déconstruire en devenant un professionnel de la musique derrière? Comment ça se passe? Bah, le premier truc que je me suis rendu compte, Ouais. c'était vraiment que l'image de la major qui contrôle tout, qui maîtrise son sujet et tout, Mhm. c'était complètement faux. Qu'en fait, c'est un peu, je vais pas dire d'artisanat, mais il y a un côté vraiment où ils sont aussi paumés que nous tous, en fait. Et en fait, c'est juste que c'est une logique industrielle. Donc, en fait, c'est que tu paries sur plus de projets et tu croises plus de doigts, quoi. Mais comme un peu tout le monde, je te parle vraiment de l'époque où moi j'y étais. Ouais. Parce qu'il y a 30 ans, les majors, ou il y a 40 ans, avaient beaucoup plus de pouvoir. Elles pouvaient créer des marques. Parce qu'en fait,
les relais de succès étaient pas très nombreux. Une fois que tu avais loqué les radios, et la télé, etc., les bons médias, et si tu faisais pas un projet trop merdique, bon, ton succès était plus ou moins assuré. Mais bon, Internet, le rap, tout ça, ça a un petit peu chamboulé tout ça. Et moi, quand j'arrive, je me rends compte qu'il y a un vrai changement et qu'en fait, tout le monde est un peu paumé, quoi. Le digital explose, le streaming. Chaque semaine, il y a de moins en moins de physique, des nouveaux genres, des machins, des trucs qui explosent. Et donc ça, c'était hyper intéressant parce que j'ai vraiment vécu ce shift, quoi, quand j'étais pendant 4 ans dans le genre. T'es arrivé au moment où le rap il est déjà installé ou pas encore? Bien sûr, il commençait à monter, mais moi, quand je suis arrivé, c'était tout début de Def Jam France, par exemple. Et... j'avais été embauché d'ailleurs par Benjamin Chevanuche, qui était le boss. Ouais. J'ai été la première embauche de Chevanuche chez Universal quand je suis arrivé. Ok. Et à ce moment-là, Chevanuche, j'ai géré Def Jam France et Barclay. Et ce qui est fou, parce que Barclay, ça n'a rien à voir avec l'ADN de Benjamin. Mais dans la volonté de Linus à l'époque, direct, toujours PDG de Universal, il voulait, je pense, un peu moderniser Barclay, un peu le secouer, le digitaliser, parce qu'il voyait que Def Jam, c'était Cobaladé, c'était Caris, c'était je sais pas, il y avait la crime, enfin c'était un gros incroyable. succès digital, ça bousculait les codes, et donc moi je suis en plein dedans à ce moment-là, quoi. Et j'arrive un peu en tant que spectateur, parce que moi je suis pas un VA rap quand j'arrive. Je suis un mec musique globale, les pros, etc. Et donc, grosso modo, j'assiste à tout ça un peu avec du popcorn, quoi. Tu vois, je suis là, j'observe, je vois les embouts, les trucs, ça m'en rend pas. Comment ça se passe? Comment tu découvres parce que je crois qu'il y avait un moment où, dans un de tes TikTok, tu disais quand le rap il est arrivé, il a un peu explosé l'organisation, les codes, etc. À quel niveau il a cassé les codes? Parce que je te dis ça aussi, c'est que, par exemple, j'ai discuté aussi avec beaucoup de maisons de disques qui parfois disaient que, en fait, ce qui était nouveau, c'est qu'ils arrivaient aussi à dealer maintenant avec des mecs, en fait, qui connaissaient rien du tout, qui venaient vraiment d'un milieu complètement étranger à ça. Donc, tous les codes, tous les trucs étaient complètement assez décalés, quoi. Ben, en fait, ça, c'est un des aspects, effectivement. Il y a eu différents aspects où je pense que ça a structuré un peu tout. Déjà, le rap, c'est du streaming. Principalement. Peu de physique. Donc, déjà, rien que ça je secouais tout parce que 5 ans auparavant, le physique, c'est hyper important. Pour beaucoup d'artistes, dans la chanson française, dans le machin, etc. Donc, vendre du physique, c'est pas les mêmes méthodes que vendre du digital. Donc, déjà, des mecs qui étaient, par exemple, des chefs de projet digitaux, etc. Bon, c'était pas hyper bien considéré. Un petit peu, mais d'un coup, là, ça devient ultra important. Donc, tout le département digital prend une ampleur folle. Par rapport au département, là je parle vraiment de l'organisation interne, hein. Département physique un peu moins, parce que les enjeux sont moins forts en termes de chiffre d'affaires, etc. Notamment le streaming qui impacte. Ensuite, t'as tout ce qui est budget, etc. Dire que d'un coup, par exemple, moi j'étais donc chez Barclay, où c'était des artistes de chansons françaises très très connus, qui font des clips à 250 000 euros, etc., etc. Je me rappelle, j'ai une réunion promo, je me souviens toute ma vie, où donc c'est Benjamin qui préside. Les réunions promo, pour les gens qui ne savent pas, c'est que toutes les semaines, le lundi matin, t'as 3 heures, 4 heures qui sont toute l'équipe et chacun défile ses projets artistiques et on fait un point sur ce qui se passe en promo, en digital, etc., etc. Et donc, Benjamin préside ça et donc lui, il a la casquette Def Jam et là, il est en face de lui un chef de projet un peu senior qui parle de, alors je dis n'importe quoi, hein, mais genre le clip de Nous Doyon, je sais plus, ou Carla Bruni, je sais plus, un artiste comme ça. Et il dit, ah ouais, super, très bon début de semaine, on a déjà fait 10 000 vues. Et le clip a coûté genre 150 000, 200 000 euros, tu vois. Et là, je vois tête de Benjamin qui est en train de péter un pont. Parce que la même semaine, il y a Cobaladé qui a sorti un clip en bas de sa cité pour 5 000 balles et qui a fait 2 millions de vues. Et donc, si tu veux, t'as vraiment ce truc-là où t'as un clash, si tu veux, de ce qui se passe. Le rap, quand il arrive, c'est ça aussi qui provoque. Très concrètement, c'est des décalages énormes entre les gens qui connaissent. Donc t'as ça, t'as le stream, t'as ça, et puis aussi dans les gens qu'ils ont embauchés. D'un coup, et je parle en tant que moi je suis d'origine étrangère, nord-africaine et tout, d'un coup t'as des Noirs et des Arabes qui sont embauchés. Ce qui était, l'industrie est très bourgeoise dans le truc. Bien sûr. Donc en fait, t'entends de Tahir Jazair maintenant dans les bureaux et tout. Bah ouais, c'est-à-dire que d'un coup t'as des gars qui sont pas censés être là, tu vois, qui sont là, tu les croises. Et ils ont un bureau, et etc., etc. Donc bien sûr, le big boss Universal, enfin ou de Warner ou Sony ou n'importe quoi, quand ils font ça, c'est smart parce qu'ils savent qu'en fait ils ont pas
de savoir-faire, ils prennent les mecs qui savent, qui t'embauchent des producteurs, des machins et tout, tu vois. Et surtout que dans le rap, il y avait aussi ce truc de, vas-y, les maisons de disques, ils mettent pas des mecs qui nous comprennent, ou des mecs qui viennent de chez nous, etc. Bien sûr, ouais. Tu vois? Donc ça, c'était un vrai sujet. Et donc, ils font ça. Et donc, d'un coup, dans les réunions, t'as des mecs qui sont pas censés être là, qui viennent de banlieue, qui machin. C'est hyper intéressant de voir ça. Sociologiquement, tu vois, tu prends des notes et tu fais un livre en soi. Donc, ça a musculé ça aussi. Et puis, d'un truc que tu disais, effectivement, tu sais très bien, à ce moment-là, l'entourage des rappeurs, les 3/4 du temps, c'est des potes. Enfin, Kobalade, je crois que c'était le cas, hein, c'était son pote, son manager. Donc, le mec arrive, signe des choses qu'il comprend pas. Ils ont des embrouilles sur des trucs, en fait, où le mec a pas compris. Enfin, et c'est tout con, mais un contrat d'artiste, un contrat de licence, un contrat de stream, ça implique pas la même chose. Il y a des trucs légaux, des machins. Quand tu fais un son avec un beatmaker, faut le payer. Faut avoir un contrat, sinon le mec il peut... Enfin bref. Et ça, effectivement, ça a créé énormément de problèmes. C'est géré, hein, mais ça a créé beaucoup de friction, on va dire, et d'incompréhension entre tous ces gens-là. Est-ce que les maisons de disques, ce que tu me dis là, ils se sont dit, c'est une opportunité pour nous, parce que ces mecs-là, ils connaissent pas trop le business, et surtout sociologiquement, ils viennent de quartier, etc. Donc, on leur donne un petit, je sais pas, 20 000 balles, ils vont se dire, putain, incroyable. Ou est-ce que d'un autre côté, il y avait aussi ce côté, purée, les mecs, quand ils vont prendre une instru, tu sais, ils vont pas forcément nous dire, mais ça se peut, ils vont la prendre de YouTube ou je sais pas où, et donc ça va nous, que ce soit juridiquement, par la suite, quand on va promouvoir la musique, ça va nous poser énormément de problèmes, donc on doit double vérifier, double checker ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il y avait ce truc-là de genre, on va carotte les mecs du rap parce qu'ils les connaissent bien, parce qu'il y avait tellement de concurrence entre les majors qu'ils pouvaient pas se permettre. Et au contraire, les mecs ont signé des choses pour des montants un peu délirants, tu vois. T'as un exemple? T'as un exemple? De montants externes. Non, franchement, j'ai pas de... Mais bon, on a tous entendu parler dessus, même encore récemment, je sais pas, un gazo, un machin, je crois que c'est des millions d'euros, enfin, j'ai pas les chiffres, mais bon, il suffit de googler les trucs. Donc, il y a une vraie inflation, en tout cas, à ce moment-là, t'as une bulle spéculative, hein, parce que les 3/4 des projets sont pas forcément rentables, tu vois, mais c'est une question de part de marché. Alors, ça va être ça que les gens comprennent pas, c'est que les labels sont payés sur le stream à leur part de marché. Je sais pas si c'est un peu compliqué, mais grosso modo, plus tu vas avoir des parts de marché, donc de nombre de streams par rapport aux streams totaux réalisés, et plus tu vas prendre une part du gâteau. En fait, Spotify, ils se prennent pas la tête, ils payent pas les streams de Kobalade, Universal, machin. Ils regardent UMG, combien ils ont fait de streams en France. Tenez, c'est 5 millions, tenez vos 5 millions. Disons que grosso modo, UMG a généré 75% des streams en France. Et ben ils vont toucher 75% de l'argent de Spotify, tu vois. Donc en fait, t'as des mecs aussi, ils signaient, quitte à perdre de l'argent, ils signaient pour avoir accaparé des parts de marché. Donc c'était la stratégie de Believe, par exemple. Ils signaient énormément, beaucoup. Ils sont calmés, hein, mais à une époque, ils signaient énormément pour justement accaparer des parts de marché. Après, t'as eu Sony qui a fait la même chose récemment. Donc ça, c'est des stratégies. Donc non, pour te répondre, j'ai un peu digressé. Pour te répondre, non, il n'y a pas de... ils ont pas essayé des carottes. Et après, les problèmes, c'est des problèmes. Hein. Ils sont payés pour les gérer. Donc l'important, c'était la part de marché et surtout ne pas être trop à la traîne par rapport à ce truc qui explose. Toi, après, comment tu vois l'évolution de ça? Parce que j'ai l'impression que depuis quand même quelques années, il y a une refiguration complète, ou en tout cas assez significative du rap game, entre guillemets, où on a toujours l'impression que les maisons de disques avaient une espèce d'hégémonie énorme, puis on se rend compte en fait que ce sont Spotify, enfin comment on appelle ça, les sites de streaming, etc. Aujourd'hui, quelle est la place d'une maison de disques en termes d'impact, en termes d'hégémonie dans toutes ces industries-là? Est-ce que les maisons de disques ont encore cet impact, et est-ce qu'ils ont encore cette ambition dans le rap qui est en train de... Je sais pas trop où ils voient, quoi. Non, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Toi, tu disais quelque chose de pertinent, c'était que justement, tu vois comment tu fais pour que les intérêts de tout le monde... En fait, tu navigues entre les intérêts. En fait, c'est toujours la même chose. Quel est l'intérêt? En fait, une fois que tu as compris les intérêts des gens avec qui tu travailles, tu comprends tous les mécanismes. En l'occurrence, une grosse maison de disques, ou d'ailleurs un gros label indépendant ou un distributeur, son but c'est de faire de l'argent. Point barre. Il n'y a pas de rôle. Après là, il s'avère que c'est un produit culturel. Donc bon, voilà, c'est pas pareil que d'autres projets. Mais donc là, le rap, ils ont pas de devoir par rapport au rap. Enfin, ils doivent rien rap. C'est rap cool, ils achètent le rap, ils font autre chose. Donc il n'y a pas trop de
ils s'adapteront. Et après, pour te répondre sur leur rôle actuellement, en fait, je pense que ce que confondent les gens, c'est que c'est clair que les grosses entreprises, en tout cas, ont externalisé le développement. Donc, plus de développement. Ils préfèrent soit racheter des labels, se faire des labels. Believe fait ça, ils ont racheté, Play2, ils ont racheté des... TuneCore. Oui, non, pas que TuneCore, non. Believe a acheté des parts. Acheté des parts. Ouais, non, ça c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'ils avaient fait au tout début pour être distributeur digital numéro 1. Non, moi je te dis que là, actuellement, parfois ils achètent des parts de labels indépendants français, genre 50%, machin, etc. Et c'est comme si en fait ils externalisaient le fait de développer les artistes. Donc ils vont, imagine toi t'as un label, t'as 5-6 artistes qui ont pété, et ils vont dire, tiens, je te donne, je sais pas, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, je prends 51% de ton truc, bref. Donc en fait c'est ce que font les grosses structures. Et par contre elles se concentrent sur quoi? Sur l'amplification. Bon, en fait, tu vas aller voir. Moi je me rappelle à l'époque je m'occupais de Romeo Elvis. J'étais chef de projet de Romeo Elvis sur Morale de luxe. Voilà. Et vraiment ce sujet-là il était vraiment venu pour amplifier. En fait, quand avant de signer, il avait vraiment son succès, un gros succès underground, etc. Ouais. C'était un des rappeurs que tout le monde voulait signer. Et on avait réussi à l'avoir chez Barclay. Et le sujet avec lui, c'était en fait, d'ailleurs, on avait fait Morale de luxe exprès. C'est-à-dire qu'en fait, on avait ressorti Morale, Morale, et on a sorti en version de luxe pour le réexploiter avec les nouveaux singles, pour amplifier. Et du coup, d'un coup, il est passé de underground à être un peu sur énergie, aller sur Combini, machin, quotidien, du coup des plus gros cachets. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut voir, je pense, les labels, c'est vraiment, les gros labels, c'est vraiment une d'amplification. Il faut venir avec un projet qui a une belle dynamique, et eux, ils te mettent, ils te mettent dans la machine et ils te font monter un peu plus, quoi. Mais les gens qui vont voir un label pour avoir de l'aide ou aider à être développé ou machin, bon, ça peut arriver, hein, mais c'est pas trop le cas, quoi. Tu vois, tu disais, il y a des artistes aujourd'hui qui signent pour des sommes assez importantes. La question, c'est, imaginons, je sais pas moi, Gazo, bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'était quand même assez parmi nous. Imagine un artiste, il signe pour 3 millions d'euros. Ouais. Qu'est-ce que ça implique, en fait? Est-ce que c'est la signature? Ou est-ce que ça, parce que tu vois, quand... Je pose ce morceau de zone pour te répondre. Je veux dire, tu vois, des fois, on dit 3 000 euros, puis il a mis 3 000 euros dans sa poche. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Okay. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, et c'est souvent des débuts d'embrouille entre artistes et leurs producteurs, il faut voir qu'il y a 3 séquences. Bon, je vais pas rentrer dans les détails juridiques, hein. Mais grosso modo, un artiste, il a 2 possibilités. Soit il s'autoproduit, soit il est produit par quelqu'un. Autoproduit, tu payes ton studio, tu fais ta vie, c'est toi qui fais ton truc. Produit par quelqu'un, c'est souvent un proche ou quelqu'un qui est dans l'entourage, machin, qui vient et que tu sais quoi, t'as du talent, viens, va en studio, tu fais un EP, etc. En France, la définition de producteur, elle est assez large. Il suffit juste d'être à l'initiative d'un enregistrement. T'as pas forcément besoin de payer le studio. Il suffit que tu sois un gars qui soit bien, on fait ça, on fait l'EP et que tu cadres un peu, t'es producteur. Donc ça veut dire que l'artiste, d'un coup, il a un deal avec un producteur. Et ensuite, ce producteur, du coup, est propriétaire des masters. Si l'artiste est autoproduit, il est propriétaire des masters. Donc, imaginons, toi, t'as signé, t'es un petit rappeur. Tu commences à un peu à monter, etc. T'as le mec, le grand frère du coin était producteur. Donc, c'est lui qui possède tes masters. Et donc, après, c'est lui qui va aller faire les rendez-vous avec les labels en disant, ouais, je cherche une licence ou une distribution. Tu vois? Et c'est là où il y a les 3 millions d'euros qui sont transférés. 3 millions de comme ça. Mais grosso modo, c'est 3 millions d'euros. Du coup, ils sont envoyés au producteur et pas à l'artiste. Et après, tout dépend de la relation entre l'artiste et le producteur. S'il n'y a pas de règles, il peut se dire 50-50, il peut se dire 80-20, je sais pas. Tu vois, ça dépend vraiment de chacun. Et donc, les 3 millions, ils vont au producteur. Donc, en général, 3 millions d'euros, les gros montants, souvent, ils mélangent aussi une enveloppe marketing, une machin, des choses recoupables, pas recoupables. Mais bon, disons 3 millions d'euros d'avance, recoupable. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, tu reçois 3 millions d'euros en se disant que ça va générer tellement d'argent que tu vas rembourser ces 3 millions d'euros. Imagine que tu fais un contrat à 50-50 avec la major, ce qui fait une sorte de co-exploitation ou c'est un contrat particulier. Et pour ça, j'ai 50-50. Et en fait, donc le mec qui t'avance 3 millions d'euros ou 1 million d'euros, et toi, un an après, tu as généré 1 million de chiffre d'affaires.
Et ben, ce qui se passe, c'est que faut pas croire que du coup, tu auras remboursé 1 million de ta dette. En fait, tu auras remboursé 50% de la dette. Parce que du coup, sur les 1 million d'euros que tu auras fait, il y a 50% qui vont dans les caisses du label, mais qui sont pas dans le compte de remboursement. Donc les mecs récupèrent 500 000 euros, genre merci, c'est notre CA. Et ils te disent, ah non, par contre, tes 500 000 euros, tu peux pas les toucher encore. On les met dans l'autre compte où tu nous dois 3 millions. Donc en fait, le mec, pour pouvoir rembourser 3 millions d'euros d'avance, il faut qu'il génère 6 millions. Donc potentiellement, si l'artiste est capable de ramener les 3 millions d'euros qu'il doit rembourser, si c'est du 50-50, le label a déjà un bénéfice de 3 millions d'euros à côté. Oui. Oui. En fait, pour rembourser, si tu es à 50-50, il faut que tu génères le double de ce que tu dois. Donc du coup, lui, une fois que tu as remboursé tes 3 millions, lui a fait 3 millions aussi, tu vois. Donc c'est ça en fait la stratégie. Dans un TikTok, tu disais que dans les maisons de disques, il y a une réduction assez drastique du personnel. Est-ce que il y a eu notamment des DA? Est-ce que t'as remarqué un moment de bascule? Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans tous les articles que tu le prends. Il y a des plans sociaux dans quasiment tous les labels, en France et dans le monde. Je crois que même Warner au niveau global, j'invente rien, hein, ces articles. Hein. Je crois même que le directeur de Warner Monde dit grosso modo, on vire des gens, mais vous inquiétez pas, on va investir. Grosso modo, en fait, ils vont acheter du catalogue et racheter des labels. En fait, on vire les gens qui sont censés signer les nouveaux artistes et on les remplace par des rachats de catalogue ou rachats de labels. Faut mettre ça en corrélation avec le chiffre d'affaires, comme toujours. Moi, quand j'étais en maison de disque, là où j'ai appris le plus, c'est que mon bureau était collé au bureau du contrôle de gestion. Et donc, c'était pas avec les DA que j'ai appris, c'est pas avec les juristes. C'est que j'étais collé avec la nana de Amina, d'ailleurs, si tu vois, bref. Et elle, c'est elle qui m'expliquait, en fait, les contrats, les recoupements, les machins. Et à un moment donné, je découvre que le back catalogue génère beaucoup de CA. Et en fait, et j'ai eu les chiffres récemment, c'est un TikTok que j'avais fait, en France aujourd'hui, en moyenne, le back catalogue, donc les morceaux un peu vieux, mais pas forcément très vieux, hein, ça peut avoir genre plus de 2 ans, 3 ans, ça dépend, génère plus de 90% du chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que tu as moins de 10% qui sont générés par tout ce que tu vois, toutes les sorties récentes. C'est énorme. Oui. Et qu'est-ce qui coûte le plus d'argent en termes de salariés à gérer? C'est les nouveautés. Et donc en fait, les mecs qui font des calculs, ils font attends, pourquoi je me prends la tête? Là, j'ai des morceaux qui ont plus de 10 ans, plus de 15 ans, qui me génèrent beaucoup, etc. Donc c'est ça, c'est une mécanique normale. Hein. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais chez Universal, je sentais venir parce que je voyais bien que tu vois, les artistes indépendants, les producteurs indépendants font leur vie et puis le catalogue ramène plus d'argent. Quoi. Donc est-ce que ça a toujours été le cas? Parce que quand tu dis 90% de bas de catalogue et 10% de nouveautés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le streaming est trop disparate, il y a trop d'artistes, ou bien les gens écoutent moins de sons, c'est quoi le... Alors je te parle des chiffres d'affaires des maisons de disques. Hein. Ouais. Donc ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, t'as... déjà, il y a un truc, c'est que le back catalogue, c'est donc aussi, par exemple, les morceaux dont le label détient les droits. C'est important de préciser parce que du coup, il y a eu une inflation des contrats de distribution. Ouais. Sur ces 10 dernières années de distribution. Et quand un label signe quelqu'un de distribution, il ne possède pas les droits. Il a le droit de toucher de l'argent sur la distribution, mais au bout de 5 ans, il touche plus rien. Ou 10 ans, ou je sais pas, ça dépend des contrats. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, mécaniquement, le back catalogue, il pèse beaucoup parce qu'en fait, c'est tous les morceaux qu'à l'époque, ils ont signé un artiste. Tous les mecs qui ont signé un artiste, ils ont les masters pendant toute la vie du morceau et puis 70 ans après la mort, je crois, comme ça. Ça, c'est quand tu répètes un nom. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mécaniquement, leur chiffre d'affaires du back catalogue est plus gros parce qu'en fait, ils ont un trou de 15 ans de personnes qui n'ont pas signé un artiste. Donc, en fait, là où ça se répétait depuis 50 ans, où en fait, tu signes que des gens en artiste et t'es propriétaire des masters, et au bout d'un moment, pendant 10 ans ou 15 ans, plus personne t'est signé en artiste, et du coup, là, tu commences à avoir des conséquences du fait qu'ils n'ont pas de propriété de master. D'où le fait qu'ils veulent racheter les catalogues etc. Pour récupérer des masters et réavoir un truc sain, tu vois. Ok, donc aujourd'hui, par exemple, si Universal veut racheter les anciens albums de Desporuti, ils peuvent le faire, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est un back catalogue, il y aura plus de création de nouveaux outils. Enfin, je veux dire, il n'y a pas
de thunes à mettre sur, c'est déjà fait, quoi, sur la création, quoi. Ouais, après, t'as des équipes, qui sont en charge d'animer du catalogue, etc. Tu vois, Daft Punk, là, c'est Because, je crois, qui gère ça. Et tu vois, il y a eu plein de choses sur leur catalogue qui étaient fait. Je pense que t'as vu un peu, ils ont sorti des versions sans les drums d'albums, ils ont des trucs avec Fortnite. Donc, il y a des façons d'animer un catalogue, de faire vivre, etc. Les synchros dans les films. Après, le rap et les synchros, ça n'existe pas trop, mais bon, Est-ce que, il y a plein de façons de faire. tu vois, tu disais le master, quand tu signes en contrat d'artiste, il ne t'appartient pas. En d'autres termes, la musique que tu vas produire ne t'appartient pas en tant qu'artiste. Oui. Tu vends ta musique, en fait. Oui. C'est ça. Ce qui est assez, je trouve. Même en échange de quoi, le label finance la création de ta musique. Le studio, les ingrédients, les musiciens. Mais là, tu fais un morceau orchestral avec 250 musiciens en Roumanie. Bah, ils payent tout, etc. C'est aussi lié à une époque où tu avais des artistes interprètes. Pas forcément auteurs-compositeurs, mais le mec qui est arrivé. Tu sais, t'as des époques, un Johnny Hallyday, enfin bon, il était producteur, mais t'as des gens, ils étaient que interprètes. Donc en fait, tu signais une star, mais qui ne fait pas de musique, donc faut le mettre en auteur, faut mettre un compositeur, faut aller en studio, faut enregistrer. Ça, c'est ça que le label faisait payer à l'époque. C'était leur savoir-faire de comment faire un disque. Tu vois. Donc c'était légitime. Sauf que maintenant, c'est plus compliqué. C'est pas un mec de label qui va te dire comment faire un album de rap ou machin, tu vois. 1 million de streams, c'est 5000 balles à partager entre différents acteurs, etc. Est-ce que, enfin déjà, ça pose la question de si tu vois dans le rap une espèce d'Eldorado, faut vraiment être l'élu, quoi. C'est dur, hein. Et de deux, ça veut dire, si je comprends bien, les artistes middle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui font des millions de vues ou 1 million de streams. Mais en même temps, faire 1 million de streams, c'est pas une mince affaire non plus. Non. C'est chaud, quand même. Donc, ça veut dire que, est-ce que finalement, il y a une forme d'opulence d'une petite, d'un petit nombre d'artistes qui crée un espèce de fantasme où les autres sont obligés de faire semblant et il y a une forme de précarité? Non. Je sais pas, mais 1 million de streams et 5 000 euros. Mais moi, quand je te dis que j'ai plus appris avec le contrôle de gestion qu'avec tout le monde, quand t'as les chiffres, tu fais, mais attends, un loyer à Paris, c'est genre que, tu vois ce que je veux dire, faire 1 million, même single d'or, c'est 15 millions de streams premium. Donc du coup, ça fait, c'est vrai. Oui, faut pas oublier ça. Donc 15 millions, bon, à faire de mathématiques, mais bon, t'as compris, toi, ça te fait 75 000 euros. Ouais. Divisé par 2, c'était à 50-50. Sinon, c'était en licence, c'est même moins. C'est peut-être un tiers que tu touches. D'un coup, t'as que 25 000 euros. Et qui va à ton producteur, qui récupère un peu. Toi, tu récupères peut-être 20 000 euros. Les impôts. Ouais, je parle même pas des impôts. Donc, la réalité économique est super violente. Et c'est vrai que c'est pas cool de la part de pas mal de rappeurs, parfois, d'en faire des tonnes, parce que du coup, par contre, après, ils ont l'argent de showcase. Ça, c'est ça qui les sauve. Quand tu prends 8 000 en cash, là, 5 000, machin, etc., c'est ça qui les sauve. Jusqu'au jour où il y a le fisc qui arrive, mais... Mais ça, c'est les concerts, les showcases, non, les festivals. Parce que les concerts, souvent, tu perds de l'argent quand tu fais des gros concerts. Mais les festivals et les showcases, c'est sûr que ça... Mais c'est une réalité qui est violente. Et c'est pour ça qu'en fait, le modèle économique, quand tu es dans la musique, c'est aussi ce que j'ai appris quand j'étais un majeur, c'est qu'en fait, quand j'ai fait le passage entre label et management, quand je passais côté avec l'équipe de management, quand t'es côté management, la musique c'est un des rouages. Tu vois, parce que après t'as les concerts, t'as les trucs, t'as les marques, t'as les machins, tu vois, tu racontes ton histoire sur plein de façons. Donc c'est vrai que ça c'est une autre façon de voir les choses, quoi. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir à court terme de toute cette industrie? Dans le sens où, comme on dit, voilà, il y a la majorité, on va dire, est-ce qu'on peut parler de majorité des artistes qui vivent dans une situation plutôt précaire? Tous les artistes qu'on voit pas et qui ont toujours pas percé, j'imagine qu'ils sont la majorité des gens, tu vois. Puis il y a les artistes middle, en développement, tout ça, qui, en développement, va y perdre de l'argent. Et quand je dis développement, ça peut être juste un mec qui va aller prendre son clip, prendre un clip à 500 balles, faire un peu sponsor, tu sais, il va balancer 1000 balles pour un morceau qui va rien, enfin, il va être à perte, etc. Et puis, il y a les grands artistes qui touchent vraiment des thunes et qui sont, en fait,
et qui ont le profil qui leur permet d'aller chez Quotidien, d'aller aux Ardentes, au festival, etc., parce qu'ils correspondent au pouvoir, aux intérêts d'un public qui a un certain pouvoir d'achat. Comment tu vois l'évolution? Moi, je vois un truc qui est positif, notamment grâce à TikTok, grâce aux plateformes qui font un vrai travail sur les niches, etc. Grâce au D2C, donc le merchandising, etc. Je pense qu'il y a une vraie chance pour les artistes de niche d'avoir du succès. En fait, il y a vraiment un truc où tu peux être dans une niche, et si tu arrives à bien fidéliser ton public et ta fanbase et créer un lien, je pense que tu peux vraiment avoir un bon modèle économique. Plus que quelqu'un qui va essayer de faire des hits et de plaire à tout le monde. Je pense que c'est la grosse erreur de beaucoup de gars. En vrai, c'est d'essayer de faire genre un hit ou un tube ou machin. Alors qu'en fait, il suffit juste de se concentrer sur les gens qui te... En fait, aujourd'hui, t'as quand même des moyens technologiques qui te permettent de savoir en direct ce que les gens kiffent ou pas. C'est un luxe de fou, quoi. Parce qu'à une époque, je me souviens que tu faisais un album et après, tu t'en pressais 70 000 exemplaires et tu savais pas ce qui allait se passer, quoi. Est-ce que la durée de vie d'un artiste, elle va globalement rétrécir? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on fait remarquer, c'est vrai qu'il y a une opportunité, que ce soit TikTok, etc., d'être visible assez rapidement, plus rapidement que par les canaux traditionnels à l'époque et tout. Mais j'ai rencontré aussi ce genre d'artistes qui ont pété, donc ça a impacté leur vie. C'est-à-dire que le regard des gens, ils se sont dit, lui, il est pété de thunes, que bon. Donc ça a un impact, ça crée de l'animosité. Dans le réel, ça crée quelque chose. Ouais. Et que 6 mois après, en fait, c'était juste un titre. Le public, il a aussi besoin d'expérience, de dire, oui, mais Kobalade, c'est pas que la musique, c'est aussi le personnage. Et lifestyle et tout, etc. Mais que, il y a une forme de ce qu'ils me disent que le public se lasse très vite. Et c'est comme si qu'il était en train d'ingurgiter, de dire, c'est bon, un espèce de Tamagotchi, bon, maintenant, il m'excite plus, entre guillemets, il me stimule plus. Je vais aller ailleurs, je vais en prendre un autre, et que ça va broyer les artistes. Ça veut dire que t'as pas été singulier. Je sais pas qui tu parles, j'ai pas les dents mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas, c'est très dur, hein. Quand t'as un morceau qui marche et après pouvoir enchaîner d'autres, etc., c'est très rare. Et c'est ça, faut vraiment une composition artistique forte, une stratégie béton, et être hyper concentré, tu vois. Donc en fait, ça arrive très fréquemment que des mecs aient un morceau, un petit succès, et après, ils passent à la trappe parce qu'en fait, ça c'était pas prévu, et c'est pas du tout staffé, pas du tout machin, etc. Soit c'est juste que peut-être artistiquement, ils avaient peut-être pas autre chose à proposer, que c'était vraiment un pur accident. Donc il y a pas beaucoup qui ont réussi. Théodora a vachement réussi, tu vois. Le gros tube qu'elle a fait il y a, je crois que c'était 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, je sais plus. Et elle a réussi à enchaîner derrière, parce qu'en fait, elle est venue avec un univers de fou furieux. Tu vois, avec une personnalité, un personnage. Donc en fait, d'un coup, tu te prends ce morceau, et tu vois la meuf, et tu vois son look, et tu vois sur ses réseaux, et tu vois, peut-être un autre morceau. Donc ça, c'est des vrais bosseurs, tu vois, enfin. Et c'est vrai qu'en France, on a une maladie. C'est vraiment la maladie de se reposer sur ses lauriers. Donc moi, j'ai vu, en tout cas dans l'électro à l'époque, je peux faire l'ancien, mais j'ai vu plein de gens monter, descendre, disparaître. C'est pas que dans le rap, hein, c'est vraiment dans tous les styles de musique. C'est pas tant de public, en fait. Je dirais que c'est vraiment toi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, vont se reposer sur leur laurier. Le morceau va péter, et ils vont se laisser, je sais pas moi, 6 mois, 1 an avant de refaire un autre. Voilà. Donc, oui. T'as à peine mis le pied dans la porte, déjà tu te reposes. Et donc pareil, moi en électro à l'époque, je me rappelle, les mecs ils commençaient à avoir un peu de succès, ils faisaient une petite tournée ou 2, ils avaient un média, machin. Et après, ils sortaient rien pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, tu vois. Et ça, tu peux pas te permettre en fait. Par contre, c'est vrai on vit à une époque où il y a tellement d'offres qu'il faut être un peu réactif. Mais si ta proposition est assez unique, multiplateforme, etc., tu peux t'en sortir. Et puis surtout, ce que j'ai souvent, c'est que la musique, elle est en concurrence avec tout le reste. Avec les podcasts, avec Netflix, avec les livres, avec la vie. Streaming, Twitch. Donc, c'est-à-dire que... Et les gens, ils ont que 24 heures dans une journée. Hein. On a que 24 heures. Donc, à un moment donné, tu peux pas étendre ta journée pour écouter tous les albums. Donc, forcément, il y a des choix que... Est-ce que je regarde... Est-ce que je regarde Anime pendant 1 heure? Ou est-ce que j'écoute le dernier album de Intel? Ou est-ce que, tu vois, quand je suis dans le métro? Est-ce que les radios maintenant de plus en plus le créneau pour la musique est réduit au profit des talk shows, tu vois. Voilà, c'est des choses. Donc il y a aussi ce truc là où je dis que la musique c'est plus suffisant, quoi. Et aussi par rapport aux médias rap, entre guillemets, j'ai l'impression que en un court instant, c'était assez structuré, on va dire, dans le sens où quand on avait genre 3 qui tenaient le marché, quoi. Oui,
Et puis, il y avait les médias plus petits comme nous, etc. Et que même, je l'ai vu dans les maisons de disques, ils avaient leurs priorités. Bien sûr. Et puis, on arrivait quand même à être placé ou des choses comme ça. Aujourd'hui, tout est défragmenté. J'ai l'impression que même les gros médias, YouTube, ça commence un peu à ralentir. Donc eux, ils voient que même eux, ils ont du mal à créer du contenu. Il y a beaucoup des médias, des gros médias comme Rap Elite qui sont quand même installés, disparaissent. Je vois Bouscapé qui publie beaucoup moins de contenu, qui crée moins de contenu plutôt, qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, etc. Et Twitch, TikTok, etc. où il y a eu des petits influenceurs qui montent, rien à voir avec le rap, dans le foot ou quoi, et que l'artiste il dit bah tu sais quoi, je vais faire un truc avec lui plutôt qu'avec un autre. Val, il est super fort pour ça. Hein. Ouais. Val, il est trop fort. Mais parce que c'est authentique. Il y a rien qui marche, c'est pas authentique. Val, quand il va voir Joyka ou machin, bah en fait c'est le même délire, il se tape des barres, il explore. Tu vois, donc il y a aussi un truc d'authenticité. Mais oui, alors, moi j'avoue les médias rap, je les suis de loin. Mais effectivement, c'est un sujet plus global, c'est-à-dire qu'effectivement tous les médias aujourd'hui, un média, il a plus de même poids plus le même poids prescripteur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tel média t'a parlé d'un artiste que tu vas écouter. Mais par contre, tu l'as vu sur un TikTok ou deux, là tu vas écouter. Et par contre, le média, il va venir un second temps, asseoir peut-être le profil, tu vois. Mais l'époque du média qui te fait péter un artiste, c'est quasiment plus le cas, effectivement. Mais télé, radio et compagnie, hein, c'est très très rare. À part Starac. Starac, elle a mis tout le monde d'accord. mais c'est très rare, ouais, effectivement, parce que aujourd'hui, les gens, ils font plus confiance à un TikToker, un machin qu'ils ont vu passer, tu vois, qui veut leur faire une vraie review. Et qui dit j'aime pas parce que... Ouais, bien sûr, t'as cette liberté de la dire, j'aime pas que ça. C'est vrai que les médias rap, moi, à l'époque où j'y étais, j'étais en maison de disques, de ce que j'avais compris du fonctionnement, je ne crois pas balancer un truc de fou, hein, mais t'avais vraiment ce truc-là de... il y a un lien super bizarre entre la maison de disque et le média rap parce que la maison de disque achète des pubs. Donc, achète des bannières. Tu vois, c'est du 5 000, 10 000 balles, et le label que, tu vois, imagine, toi, t'es un média rap. Le mec, le directeur marketing du label qui est en face de toi, tu sais qu'il peut représenter potentiellement 30 000 balles par mois pendant un an, tu vois. Parce qu'il y a 3 albums à chaque fois, etc. Donc bon, est-ce que t'as envie d'allumer l'album du mec? Pas forcément. Mais bon, voilà, c'est le même sujet avec les radios. Quand les labels achètent des pubs radio, bon, alors c'est un peu différent, ils ont plus de pouvoir, tu vois. Mais oui, les médias rap, à un moment donné, mais d'ailleurs, les gens se sont rendus compte. C'est pour ça aussi qu'ils sont un peu moins intéressés, ils ont moins fait confiance, tu vois, je pense aussi. Parce que t'as un lien qui est trop fort économiquement. Alors que sur TikTok, quand t'es un TikToker et que t'es appelé par une agence pour aller voir un film ou le critiquer, tu peux faire une critique. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus libre de faire une critique, tu vois. Et que justement, l'important, c'est de garder l'authenticité. Bref. Donc oui, non, c'est clair que, de toute façon, c'est comme dans tous les domaines, il se passe beaucoup de choses, là. Tout change et c'est là aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai lancé mon agence aussi, tu vois, de consulting dans plein de domaines, parce que je trouve que ce que t'apprends la musique, c'est vraiment ça. C'est être hyper agile et ce que tu as préparé comme plan là, dans 6 mois, c'est peut-être mort, tu vois. Alors que c'est un des rares secteurs où c'est comme ça. Il n'y a que la musique où vraiment ça change aussi vite. Dans les autres secteurs, en général, ça met plus de temps. Nous, en 6 mois, tout est révolutionné. Bon, quand j'étais chez Universal, c'était tout début de TikTok, des influenceurs et tout, tu vois. Et sauf qu'après, au bout des 3-4 campagnes, moi, je me rends compte que, en fait, ça marche pas automatiquement, c'est machin. Donc maintenant, moi, j'ai arrêté les trucs d'influence. Maintenant, je suis dans d'autres trucs, tu vois. Mais ouais, tout bouge, quoi. C'est hyper intéressant. L'industrie, comment elle perçoit tes TikTok, etc. Parce que quand même, il y a des infos où c'est très... Ça dépend, ouais. Tu dis, ça fait... J'imagine que le public, il dit, putain, ça fait plaisir. Moi aussi, c'est pour ça que je t'invite, tu vois. Ouais, j'ai déjà eu des appels, hein. De gens qui m'ont... pas des trucs de fou, mais genre, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux, machin? Alors, mais ils pensent que je veux vendre des formations, etc. Je m'en fous, moi, je veux rien vendre. En fait, ils se rendent pas compte. Moi, je suis un peu spécial dans mon délire, hein. Mais moi, je supporte pas, en fait, pour moi, j'ai un peu le côté, tu sais, comme les pirates, tu sais, informatiques. J'aime bien le côté open source. En fait, pour moi, je me sens pas en danger, en compétition, juste parce que je partage une info. Et dans l'industrie, il y a une culture du secret qui est énorme. Genre, même entre collègues,
Le mec ferme les portes, les machins. Enfin, moi, j'ai vécu des trucs de fou, tu vois. Moi, on m'a dit, il y a un directeur, des directeurs à qui je parlais, qui m'avait dit, ouais, quand t'es au téléphone dans ton bureau, ferme la porte ou appelle dehors parce que les murs sont fins. T'as l'impression que t'es à la CIA, quoi. Il y a vraiment un truc de fou furieux. Une fois, je rentre dans une pièce. Incroyable. Je rentre, je parle avec des collègues, etc. Enfin, moi, j'aimais bien bouger dans les labels, je rentrais beaucoup. Rien que ça, j'étais seul à faire. J'aimais ça, j'étais le seul. À chaque étage, il y a un label. Et moi, genre, en fait, j'allais voir d'autres labels. Rencontrer les DA, savoir sur quoi ils travaillent. Tu sais, genre, en fait, pour me connecter, c'est ma nature. J'étais le seul à faire ça. Et une fois, j'arrive dans un bureau comme ça, je vois des gars, ah, ça va, quoi de neuf, t'as fait sur quoi, hein? Et genre, je parle quasiment 5 minutes, et je me retourne, et en fait, il y avait un gars, un responsable, qui était genre derrière moi tout ce temps, et qui a rien dit. Pour écouter ce que j'ai dit. Tu vois, la folie des trucs. Et je me dis, mais t'es depuis combien de temps, genre, qu'est-ce que t'as entendu? Donc, t'as une vraie culture du secret, dans l'industrie, ça c'est sûr. Et moi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé mon TikTok, hein. C'est parce que, effectivement, je me rendais compte que les gens ne savent rien, quoi. Les artistes sont au courant de rien, les managers, pas trop. Tu vois, même ce que je fais sur les plateformes, plein de gens ne savent pas, etc., tu vois. Et donc, mais même au sein des majors, hein, t'as des départements, ils sont tellement segmentés qu'ils ont pas cette vision 360 que j'ai pu avoir, moi, avec tout mon parcours. Et moi, en fait, je sais pas, je m'enrichis du partage de l'information. Tu vois, pour moi, l'information, c'est un bien qui est gratuit. Il faut, moi, pourquoi j'ai appris autant de choses ou j'ai fait autant de choses, humblement, hein, mais c'est parce que j'ai toujours demandé, je me suis toujours renseigné. Tu vois. Et en France, il y a toujours eu ce mur, tu vois. Effectivement, ce qu'on appelle le gatekeeping, tu vois, les gens ils te donnent pas les infos, quoi. Donc moi, ils sont mal tombés avec moi parce que moi, je suis très insistant, tu vois, et jusqu'à mettre mal à l'aise les gens, tu vois, genre vraiment en disant ouais, bah, dis-moi qu'est-ce que tu vois, genre. Donc à mes débuts, en tout cas, quand je suis arrivé dans l'industrie, c'était vraiment ça le sujet. C'était vraiment un truc de, je tirais les verres du nez quand j'ai commencé avec mon petit label, juste avoir le nom d'un bon attaché de presse en Angleterre, par exemple. J'ai dû bloquer un mec dans les loges d'un club, il était bourré, pour ensuite lui dire, ouais, c'est qui, machin, ouais, c'est qui, la nana? Ah, t'as son email? Attends, je veux voir, tu peux nous donner maintenant? Tu sais, genre, et sinon, j'aurais pas eu. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est le plus dur quand tu es dans l'industrie ou, bon, je pense que c'est vrai pour plein d'industries, mais en tout cas, la musique. Bien sûr. C'est vraiment ce truc-là, du bon contact, du bon machin, et puis d'être légitime à contacter, que les gens te répondent, c'est hyper dur, tu vois. Et donc, effectivement, moi, j'ai reçu, des messages où les gens comprenaient pas pourquoi je fais ça. Ce que je trouve fou, c'est-à-dire que, comment ça, tu comprends pas que j'ai envie de partager? Je trouve ça fou, ça en dit long sur l'industrie, tu vois. Et donc, moi, c'est vrai que mon but, moi, c'est vraiment juste de partager ce que je sais, et s'il y a des gens ont des infos en commentaire, parfois il y a des gens qui me corrigent un petit peu, je fais super, moi je savais pas, cet exemple je connaissais pas, tu vois, je suis hyper curieux de ça. Et c'est une industrie qui est un peu dure par rapport à ça. Effectivement, les mecs qui parlent pas assez secret, tout est secret, tiens, on voit pas des fusées dans l'espace, quoi, ça genre. Mais bon, c'est un vrai truc, et donc pour les gens qui commencent, c'est pas forcément facile, donc, mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ils ont plus de ressources que moi j'avais à l'époque, parce que il y a des mecs comme moi, je suis pas le seul, hein, qui parle de l'industrie. Il y a YouTube, il y a machin, il y a ChatGPT, tu vois. C'est tout con, mais ça peut aider beaucoup, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça ma motivation. Et donc, alors, je dérange pas l'industrie parce que je reste quand même très flou et je donne pas tous les détails, tu vois. Et même moi, les clients avec qui j'ai pu travailler, que ce soit DJ Snake ou d'autres, d'ailleurs, sur mon TikTok, j'ai jamais dit que je travaillais pour DJ Snake. Je le dis que maintenant parce que je lance ma structure et je suis maintenant indépendant. Enfin, tu vois, je suis plus en exclusivité avec eux et tout. Mais, donc, si tu veux, t'as toujours ce truc-là où faut rien dire, faut machin, t'as la perception des gens, le temps dira-t-on et tout. Et ça, c'est très étouffant, je pense. C'est quoi la site pour toi? Moi, c'est l'agence, là, donc NACRE, Narrative and Creative, et ça va être du contenu stratégique. Je travaille déjà avec, vous pourrez voir sur mon site, avec une petite dizaine d'artistes et d'entreprises et de personnalités publiques. Et je les aide sur tout ce qui est stratégie de communication, marketing, creative marketing, partenariat, storytelling. Et je les aide à c'est quoi leur histoire, et je les accompagne. Et je les accompagne soit avec du contenu, soit avec un partenariat, soit avec, tu vois, et en France et dans le monde, vu que j'ai un réseau international. Donc c'est ça, et puis vivre ma vie tranquille, et moi j'aime bien, tu sais, tous les 2-3 ans j'aime bien quand ça bouge un petit peu, donc peut-être que je vais vendre, je sais pas, dans une boîte qui vend des sacs à dos, je sais pas, tu vois. Moi j'aime bien tester des choses, tu vois. Donc voilà, on est comme ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci de m'avoir accueilli. Merci. Merci.